Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 20 de la saison 2 de Boisvert Radio. Tout d'abord, c'est la première de l'année 2021. Donc, je vous souhaite à tous une très belle année remplie là, de santé et de succès dans tout ce que vous entreprenez. Le sujet de l'heure, dans tous les médias sportifs, évidemment, c'est la saison 2020-21 de la Ligue nationale de hockey qui commence mercredi le 13 janvier. Donc, demain, parce que je vous dis, avant de commencer, là, le podcast est tourné mardi le 12 et vous verrez le podcast le 14. Donc, la soirée d'ouverture de la LNH va être passée. Le Canadien va déjà avoir ouvert sa saison contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, juste vous avertir là, de ça au moment d'enregistrer. On est le 12 janvier. Aujourd'hui, à Boisvert Radio, on fait un spécial LNH ce soir. Donc, je suis accompagné de 3 personnes parfaitement compétentes pour jaser hockey. D'abord, mon collaborateur habituel, là, quand il est question de hockey, James Letourneau, est avec nous ce soir. Salut, James, en forme? Salut mon Charles, ça va bien toi? Oui, super. Écoute, je vais te questionner des fois là, sur les sujets de ce soir. Là. Habituellement, on sait que tu es habitué de poser des questions à Boisvert Radio, mais là, tu vas y répondre également ce soir. Ça va me faire Euh, plaisir. Yes. Je vous présente mes deux invités. Maxime Larouche et Isaac Séguin sont avec nous. Ce sont deux chroniqueurs là, sur le site spécialisé Tout sur le hockey. Maxime est vraiment un spécialiste, surtout des jeunes espoirs. Il suit chaque équipe et chaque mouvement de personnel avec attention. Et de son côté, Isaac est un expert des Sénateurs d'Ottawa. Il les suit de très, très près et est au courant de tout ce qui entoure l'équipe. Les gars, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous? Super bien, merci Salut. de l'invitation. Yes, parfait. Écoute, on va commencer bien évidemment avec le Canadien parce que pour parler un peu du Canadien, parce que c'est l'équipe qu'on suit là, en tant que Québécois. Le monde veut entendre parler du Canadien. Puis on va en parler d'abord ce soir. Quelque chose qui a justement agité la saison morte du Canadien, c'est évidemment les nouvelles acquisitions que Marc Bergevin a faites justement à cette formation-là. On parle là de Josh Anderson, de Tyler Toffoli, de Joel Edmondson et de Jake Allen. Maxime, présente-nous-les. C'est sûr que Josh Anderson, je pense que c'est un gars qui va amener beaucoup, beaucoup à l'attaque du Canadien. On le sait, hein, c'est un gros bonhomme qui Ouais. patine très vite et on voit souvent, il patine vite pour un gros bonhomme, mais il patine vite tout court. C'est vraiment un cheval de course, ce gars-là, Anderson, sur la patinoire, et c'est un gars qui est capable de marquer des buts. Donc, s'il peut rester en santé, vraiment, ça peut être une solide acquisition pour le Canadien. Tyler Toffoli, c'est un gars qui sait marquer des buts. C'est un gars qui, je pense, va être rapidement apprécié autant qu'Anderson à l'attaque du Canadien. Joel Edmondson, on en a parlé beaucoup. Ça fait plusieurs mois, lui, déjà, qui a été acquis. C'est un gros bonhomme à défensive qui cadre très bien dans l'identité que Marc Bergevin veut donner à sa défensive, dans la défensive de gros bonhommes, capable quand même de relancer l'attaque, des gars quand même mobiles malgré leur gabarit. Et Jake Allen, on le sait, avec beaucoup de matchs là, en pas beaucoup de jours, ça va être des matchs pas très espacés cette année. On voulait un auxiliaire de taille pour Carey Price et Jake Allen, ça cadre parfaitement là-dedans. C'est un gars qui sait gagner, c'est un gars qui a gagné, Ouais. même si c'était derrière Jordan Binnington, reste qu'il était là et c'est un vétéran. Et c'est un vétéran très talentueux. Donc, 4 acquisitions qui vont être très bonnes pour le Canadien. Ouais, tout à fait. James, selon toi, quel nouveau venu aura le plus d'impact sur cette formation, sur le Canadien et pourquoi? Max a parlé de Jake Allen. J'adore la question de Jake Allen. Pourquoi? On l'a dit, le calendrier est très condensé. Claude Julien ne s'est pas nécessairement prononcé davantage sur combien de matchs là, Carey Price pourra obtenir, étant donné que Jake Allen est là. Mais enfin, on a un auxiliaire de qualité. Pour moi, j'adore l'acquisition d'Allen. Sinon, Josh Anderson, pour le moment, on le fait jouer avec Suzuki et Drouin. Est-ce que Josh Anderson pourrait relancer un Drouin? Déjà que dans la bulle, là, dans les séries éliminatoires, on a vu Suzuki, puis justement Drouin, faire des flamèches ensemble. Ça, il faut que ça continue. Puis si Anderson peut se muter ce trio-là de belle façon, écoute, il va créer de l'espace à des gars talentueux comme ces gars-là. Il va donner des bons coups d'épaule, aller devant le filet, travailler. Puis son lancer, puis sa vitesse, écoute, on questionnait peut-être sa vitesse, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Là. Comme Max a si bien dit, il patine très vite. Drouin est impressionné par sa vitesse, puis un bon lancer. J'adore le trio. Donc, pour moi, c'est Josh Anderson et Jake Allen. C'est les deux acquisitions là, que j'apprécie beaucoup. Good. On va parler maintenant de l'équipe en général, là, pas juste des nouvelles acquisitions. Maxime, à ton avis, là, quel joueur du Canadien va le plus nous surprendre cette saison? Je pense que Anderson, ça pourrait en être un. On a Ouais. tous nommé ses qualités, là, James et moi.
je pense pas qu'il va décevoir grand monde. La pression est là pour lui avec le contrat que Marc Bergevin lui a vraiment. octroyé. Mais je pense qu'il va vraiment répondre. Et si j'avais vraiment un gars nommé qui était là auparavant, ben ça serait Jonathan Drouin. Moi aussi, je pense que la chimie va opérer avec Suzuki et Anderson, justement. Je pense que ce trio-là en entier va faire un très bon travail. On l'a vu pendant le camp d'entraînement. Plusieurs signalent qu'Alexander Romanov joue très bien. Max, selon toi, quel sera le rôle là, de Romanov avec le Canadien? Alexander Romanov, je pense qu'il faut faire attention un petit peu aux attentes qu'on a envers lui. Ça va être un bon défenseur, j'en suis convaincu. Ça va être un défenseur qui va faire son travail, mais je pense qu'il faut faire très attention, particulièrement à sa saison recrue, à nos attentes. On a parlé de la défensive canadienne. C'est déjà une défensive qui est assez complète au niveau du style qu'amène un Romanov, c'est-à-dire de la mobilité, mais aussi de la robustesse. Malgré son gabarit qui n'est pas des plus imposants, c'est un gars qui est solide sur ses patins, c'est un gars qui peut jouer physique, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Romanov fasse 45 points cette saison-là. Je pense que si Romanov est capable de contribuer un minimum à l'attaque, s'il est capable de faire un travail correct sur l'avantage numérique, ben moi, je vais déjà être content. Là, je vois les gens amener les attentes au sommet pour Romanov. On va se calmer. Là. Un peu. On va se calmer parce que c'est à ce moment-là que ça devient. C'est à ce moment-là que les joueurs deviennent des déceptions et je pense que Romanov ne mérite pas d'avoir autant de pression sur les épaules. Ça va être un bon défenseur fiable et si à son âge, il est capable d'être ça, un bon défenseur fiable, ben, ça va déjà être mission accomplie. Pour ce qui est du niveau offensif de son jeu, de l'aspect offensif, honnêtement, je ne veux même pas mettre de barre en ce moment. À sa saison recrue, moi, je dis Romanov, je veux le voir fiable défensivement. Je ne veux pas le voir faire trop de revirements, trop d'erreurs. S'il y a une production offensive qui vient avec ce jeu fiable-là, tant mieux. Sinon, ben, le gars, ça va venir éventuellement. Ce que j'adore également, c'est qu'on n'a pas fait comme avec Victor Mété puis dire OK, tu es sa première paire, tu affrontes les meilleurs trios adverses, tu joues avec Weber. On est allé chercher Ben Sherrod il y a 2 ans, puis il a bien comblé ce poste-là avec Weber. Je ne dis pas que c'est la paire parfaite, mais c'est quand même pour le moment l'idéal d'avoir ces deux gars-là capables de tasser du monde devant le filet, ils sont très fiables, bonne relance de l'attaque. Tu es allé chercher Edmondson pour jouer avec Petrie, je pense que ça va être bon. Petrie va se porter à l'attaque, Edmondson va rester défensivement. Puis on connaît Petrie, là, il est rendu déjà excellent avec le Canadien, ça fait plusieurs années. Puis ben, on a Romanov, un jeune loup qu'on amène sur la troisième paire. Comme Maxime a dit, on veut le voir performer défensivement, puis l'offensive, ça viendra par après. Là. Je veux dire, laissons-le jouer. Mettons pas les attentes trop élevées. Parfait. Isaac, nouveauté cette année en raison de la pandémie, la division canadienne a été créée avec littéralement toutes les équipes canadiennes dans la même division. Comment est-ce que tu envisages cette division toute spéciale qui favorisera sans doute les rivalités? Oui, ben c'est la première fois de l'histoire qu'on a une division juste canadienne. Je pense que, j'espère que ça va être la seule saison qu'on va avoir ça. Mais je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant pour les partisans. Écoute, de jouer des équipes rivales 9 à 10 fois pendant une saison, c'est quelque chose de pouvoir regarder Montréal-Toronto, Montréal-Ottawa, Ottawa-Toronto, Calgary-Edmonton. Je veux dire, on va avoir des rivalités presque chaque soir. Fait que je pense que pour les partisans, ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis je pense que ça va être aussi une division compétitive. Là, personnellement, je ne vois pas de numéro 1 clair. Puis, selon moi, je ne vois pas de dernier clair. Là, mais malgré que plusieurs vont mettre les Sénateurs derniers, là, je pense que ça va être une division assez compétitive. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Good. Maxime, où est-ce que tu vois le Canadien dans cette division canadienne-là? Est-ce que le Canadien a ce qu'il faut cette saison pour faire les séries dans une division aussi relevée? Ben, ce qui est spécial avec la division, c'est que, Isaac l'a bien dit, on ne sait pas ce qui va arriver. J'avais fait le 20 octobre dernier, avant même qu'on sache officiellement qu'il y a une division canadienne, j'avais fait un classement hypothétique selon moi. Et j'ai le Canadien au 5e rang, mais je regardais ça cette semaine encore. Et le Canadien pourrait autant finir premier, deuxième, troisième que 5e. On ne sait pas. Ça va tellement être des matchs serrés. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de volets qui vont se donner dans cette division-là. Je pense que même les sénateurs vont être en mesure de compétitionner. Et j'ai écrit un texte cette semaine également, surtout sur le hockey, pour dire, attendez, là, est-ce que les sénateurs pourraient causer une surprise? Moi, je pense que oui, parce que tu regardes cette équipe-là, tu regardes les jeunes loups qui vont vouloir tout donner cette saison.
Et je pense que c'est une équipe qui peut causer des surprises. Autant que le Canadien s'est beaucoup amélioré cet été, autant que c'est jamais facile de compétitionner face à des Hallers qui comptent sur Connor McDavid, Leon Draisaitl. Les Jets, on sait, il y a beaucoup de punch offensif dans cette équipe-là. Vancouver, mené par Elias Pettersson, par Quinn Hughes en défense, ça peut faire mal. Toronto, est-ce que j'ai vraiment besoin de nommer tout le talent qu'il y a là offensivement? Chaque équipe a des forces, chaque équipe a des faiblesses. Donc, je vois le Canadien participer aux séries. Oui et non. Je pense que tous les espoirs sont permis pour toutes les équipes de la division canadienne, mais je regarde ça sur papier avec les acquisitions faites par Marc Bergevin dans les derniers mois. Ça serait une grosse déception, évidemment, là, si le Canadien n'était pas des éliminatoires. Je pense qu'on va être en mesure d'y arriver, mais disons que je ne mettrais pas beaucoup d'argent là-dessus non plus. Good. Ouais, James, je pense, oui. oh, Non, je vas-y, pense vas-y. qu'on sous-estime beaucoup là, la progression que les jeunes des sénateurs vont avoir, en fait. Je pense que Tkachuk, Chabot, les Norris, tous ces joueurs-là vont avoir une croissance exceptionnelle, puis ils vont apporter un impact là, que certaines personnes ne vont peut-être pas s'attendre. Puis les sénateurs, ça va être vraiment l'équipe que si tu les sous-estimes, ils vont te rentrer dedans. Oui, ils savent qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais ils ne vont pas te laisser gagner. Ils n'ont rien à perdre. C'est ça, c'est l'équipe qui n'ont rien à perdre. Ils sont là. Travailler. Ouais. Ils sont là pour jouer les troubles, le frère. C'est pas compliqué. Puis, exactement, c'est exactement. Ce que j'adore, c'est qu'on a déjà donné un A à Brady Tkachuk. Puis c'est un gars qui va être déjà un leader malgré qu'il est encore jeune. Il prêche par l'exemple. L'intensité est toujours au rendez-vous. Honnêtement, c'est une équipe qui s'en vient excitante, les sénateurs. Oui, je suis totalement d'accord. James, je te pose la même question que j'ai posée à Maxime. Le Canadien s'est sans doute amélioré. Où est-ce que tu les vois en fin de saison? Bon, c'est amélioré, c'est clair. Tantôt, Maxime a dit que si les Canadiens n'étaient pas en série, ça serait quand même une déception pour l'équipe. Mais j'ai envie de dire que toutes les équipes de la division canadienne, pour le moment, tu te dois d'y croire. Donc, toutes les équipes qui ne font pas les séries, il y en a 4 sur 7, les 3 qui ne feront pas. Là. Mais les 3 pour eux autres aussi, ça va être une déception nécessairement pour les faire, je pense. Écoute, plus tôt cette semaine, je m'étais prononcé, je mettais le Canadien 3e de la division. On verra. Mais écoute, c'est 10 fois les Maple Leafs, c'est genre 10 fois les Sénateurs également. Quand tu as 19 fois dans la saison des frères Tkachuk d'en face, ça peut être tannant. Ça peut être tannant. Mais non, pour de vrai, je suis excité. J'ai hâte que ça commence. Puis je pense qu'on a une équipe, comme tu l'as dit, améliorée, mais qui, offensivement, on va être capable de marquer plus de buts. On va avoir un meilleur avantage numérique. Ça va aider. Puis si Price est capable de faire sa part de travail de belle façon quand il va être devant le filet, ça promet. Good. Parlons sénateur aussi. On a déjà glissé un mot tantôt, mais on a un expert sénateur sur le plateau, Isaac, puis on va en profiter. Oui. Dans la division Nord, on sait qu'il y a 6 équipes, là, Canadiens, Maple Leafs, Jets, Oilers, Flames et Canucks, qui visent, sans contredit, là, les séries, qui ont vraiment une équipe là, une équipe qui ont fait des ajouts dans le but de faire les séries. Qu'en est-il des Sens? Là, où est-ce que tu les vois à la fin de la saison? Dernier ou pas? On en parlait tantôt. Moi, personnellement, non. Personnellement, non, parce que, puis aussi, une des raisons, là, on voit chaque année, certaines équipes, là, dans le haut du classement, ont de la difficulté à battre certaines équipes qui sont plus bas. On ne comprend pas pourquoi, mais ils ont de la misère. Fait que quand tu joues 9, 10 fois, si tu as de la misère à battre ces équipes-là, ça va avoir un gros impact sur une saison de 56 matchs, je pense. Oui. Fait que moi, je ne serais vraiment pas surpris. Je pense que s'il y a une saison pour avoir une équipe qu'on voit comme dernier qui pourrait faire les séries, je pense que ça serait cette saison. Parce que, je veux dire, si tu as les Sénateurs, finalement, contre Toronto, Toronto, ils ont de la misère à jouer avec l'intensité des Sens puis à les suivre. Puis, surprise, les Sénateurs gagnent 6, 7 des 10 matchs ou 9 matchs. Mais là, ça change le classement. Vraiment. Fait que selon moi, je pense que les Sénateurs, je ne vois pas faire les séries. Je les vois difficilement faire les séries, mais c'est clair que l'équipe, eux, ils visent les séries. Là, je veux dire, pour eux, c'est ce qu'ils visent, puis avec raison. Là, je veux dire, chaque équipe se doit de viser les séries. Puis ils ont été chercher le Dadonov, qui devrait aider à ça. Mais je pense qu'ils ont aussi été chercher plusieurs vétérans là, pour entourer les jeunes. Fait que malgré qu'on ne va pas le dire directement, je pense que ça va être une saison où on va vraiment essayer là, de faire en sorte que tous les éléments soient mis pour que les jeunes aient une bonne croissance, puis leur donner une bonne expérience quand que ça va être le temps de vraiment être la grosse équipe qui va avoir des grosses attentes sur Ottawa.
que j'aime du point que tu as soulevé dans ta réponse, c'est que si mettons tu as une équipe comme Ottawa qui bat Toronto sept fois, ben, ça va jouer beaucoup sur le classement. C'est juste des matchs interdivision. Fait que c'est juste des matchs de 4 points. Puis le changement va dans le fond, le classement va changer énormément là, en cours de saison. Chaque match va être important. Puis c'est justement dans ces circonstances-là. Oui, les Sénateurs vont créer des surprises, mais là, comparé aux autres saisons, si mettons tu crées une surprise contre une équipe de l'Ouest, ben là, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, tu crées une surprise contre une équipe de ta division. Fait que non seulement tu te montes, mais également tu descends l'autre. Même s'il reste à 0, là, mais tu fais stagner l'autre équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose là, justement qui joue à l'avantage des Sénateurs cette saison. Oui, puis je me souviens, la dernière saison, combien de matchs contre Montréal qui ont été serrés, que ça finit en prolongation par un but, ça va être tellement proche. Fait que s'il y a une équipe qui joue les troubles à faire et réussit à tout gagner ces matchs-là, c'est proche en prolongation, mais ils réussissent à les gagner et à avoir les 2 points. Je ne serais pas prêt à dire que les Sénateurs vont être derniers. Et moi, je dirais que le premier match de chaque équipe contre les Sénateurs va être très important. Parce que si tu perds le premier match contre les Sénateurs, ça te joue dans la tête à toi, mais ça joue dans la tête des Sens aussi. Le prochain match, les Sens vont arriver en se disant on les a battus une fois, on va les rebattre une deuxième fois. Puis s'ils perdent ce match-là, ben, ils vont quand même arriver le troisième match contre cette équipe-là. On les a battus à la première game, là, ils nous ont battus à la deuxième. On va leur montrer qu'on est capable de les rebattre à soir. Donc, je pense que le début de saison des Sénateurs va être très important pour le moral de l'équipe. C'est critique. Oui. Pour qu'elle se montre elle-même, l'équipe, qu'on est capable de battre n'importe qui. Une guerre de tranchées à chaque soir. Ça va être ça, littéralement. Oui, c'est ça. Puis c'est ce que DJ Smith amène aussi comme élément. Là. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi. Lui, c'est personne à sa place de garantie. Ça va être celui qui travaille le plus fort, qui va avoir sa place, qui va avoir le temps de jeu. Tout à fait. On voit la mentalité là, des Sénateurs cette saison. Ça ne va pas être une équipe facile. Good. Tu as parlé de Dadonov tantôt et également du travail là, de Pierre Dorion. On a vraiment ajouté beaucoup de joueurs là, à la formation. Dadonov, Derek Stepan, Cédric Paquette, Eric Goldbranson, Matt Murray, Alex Galchenyuk pour en nommer que quelques-uns. Isaac, à ton avis, lequel de ces joueurs va avoir le plus d'impact sur la formation des Sénateurs et pourquoi? Ben, je pense que c'est vraiment difficile. Là. Quand tu as une transaction là, qui va avoir le plus gros impact, parce que selon moi, ils ont été faire des transactions qui vont tellement apporter à l'équipe. Je veux dire, quand je pensais à ça là, un peu plus tôt, j'avais oublié Matt Murray. Puis pourtant, tu te dis, finalement, ils ont été chercher leur gardien numéro 1. Ouais. Mais c'est parce qu'avec toutes les autres acquisitions qu'ils ont faites, tu l'oublies. Fait que là, ils ont de la stabilité dans les buts parce que on se dit que Craig Anderson, il est bon, mais je veux dire, je le vois pas comme un gardien partant. Matt Murray, il a un peu de difficulté, mais je veux dire, il a la chance de prouver qu'il est encore un gardien partant. Mais oui. Puis une des acquisitions que, selon moi, ça va être la meilleure, ça va être Derek Stepan. Puis là, ça peut sembler un peu bizarre parce que même moi, quand j'avais vu l'échange, je me demandais pourquoi on a fait ça. Tu sais, on va juste, ça va empêcher un jeune espoir d'être dans le line-up. Mais déjà, on a vu la relation qu'il a bâtie avec Tim Stützle. Puis je pense que ça va être critique pour Stützle. De pouvoir jouer avec un joueur comme Stepan, avoir Stepan comme joueur de centre là, avec lui, je pense que ça va être incroyable pour lui. Le leadership que Stepan va amener, là, il y avait un grand rôle dans le leadership des Coyotes. Puis plusieurs partisans, quand ils ont vu que Stepan partait, ben, ils ont été un peu déçus parce que justement, Stepan, peut-être qu'il n'y avait pas les points, c'était pas fou, là, mais ce qui peut amener à des jeunes comme Stützle, je pense que ça va être vraiment important. Puis, fait que selon moi, oui, un choix de deuxième ronde, ça peut sembler payer cher, mais pour ce qu'il va amener, moi, je pense que c'était une bonne décision de Pierre Dorion. J'adore que tu as mentionné le nom de Tim Stützle parce que c'est une transition parfaite vers le prochain sujet. Oui. On parle beaucoup de Tim Stützle à Ottawa. 3e choix au total au dernier repêchage de la LNH. Très dominant au championnat mondial junior qui s'est déroulé là, pendant le temps des fêtes. Isaac, selon toi, selon ce que tu as vu, là, quel rôle est-ce que tu t'attends à ce que Tim Stützle joue là, sur les trios de DJ Smith? Ben, je m'attends à ce qu'il commence la saison dans le top 6. Avec le tournoi qu'il y a eu, je pense que c'est là qu'on va l'insérer, mais son rôle va vraiment dépendre de ses performances dans les premiers matchs. Puis je veux dire, je pense que les Sénateurs, ils vont pas mettre de pression sur lui. Ils vont le laisser se développer comme il faut. S'il performe et qu'il mérite d'être dans le top 6, il va être dans le top 6. Si
il y a un peu plus de difficulté à s'adapter justement à la Ligue nationale, ben, on va le descendre, on va glisser peut-être sur le troisième trio, quatrième trio. Puis je pense que Tim Stützle aussi, il comprend que la transition ne va pas être facile. Puis il est prêt à mettre les efforts. Fait que, selon moi, ça va vraiment dépendre de ses premiers matchs, mais je le vois comme un joueur qui pourrait avoir un impact immédiat. Good. Maxime, je sais que tu as un avis là, sur plusieurs jeunes espoirs justement du hockey et Tim Stützle en fait partie. Comment est-ce que justement tu envisages cette première saison dans la LNH là, pour Tim Stützle? Oui. Écoutez, il y a quelques mois, je n'étais pas le plus grand fan de Stützle, même que dans mon top 31 là, du repêchage 2020, je pense que je l'avais classé au 6e rang là, de mon classement personnel. Après Raymond puis Perfetti, je pense. Et Jarvis aussi. Jarvis, tu l'avais mis haut. Hein? Jarvis, mais Jarvis, il était peut-être plus 10e environ. Mais oui, j'avais mis Cole Perfetti avant Stützle, j'avais mis Byfield avant Stützle, j'avais mis Raymond avant Stützle. J'avais mis Sanderson aussi avant Tim Stützle. Mais mon avis a un petit peu changé au Mondial Junior, quoique pas tant, parce que l'an dernier, je trouve que les gens se sont beaucoup basés justement sur le Mondial Junior pour faire monter Stützle dans les rankings. Le gars est très dynamique et ça, je pense que ça va être très bon autant pour le show que pour les performances à Ottawa. Mais cette saison, j'ai un peu de difficulté à voir comment il pourrait avoir un impact, un grand impact dès cette année face à justement des équipes canadiennes où le jeu va être robuste. Là, plus que jamais, on va connaître nos adversaires, on va savoir comment les contrer. Donc, pour un jeune comme Tim Stützle, autant que pour n'importe quel jeune de la Ligue, ça va être plus dur de s'adapter parce que chaque match, l'adversaire va être prêt à te recevoir. Et si on détermine chez l'adversaire que Tim Stützle est une menace, ben, on va avoir dans notre plan de match la façon de contrer Tim Stützle. On va avoir le temps de l'analyser. Et ça, je l'ai dit, là, c'est bon pour Stützle, mais c'est bon pour n'importe quel joueur aussi de chaque équipe, surtout les jeunes. Je pense que c'est une année où l'adaptation ne sera pas nécessairement facile, mais c'est une année qui va être excellente pour l'adaptation à long terme de Stützle parce que justement, là, il va apprendre à vitesse grand V parce qu'il va être placé dans des conditions très, très, très difficiles. Donc, je m'attends à une saison peut-être un peu difficile pour Stützle, mais je m'attends à ce que ça soit bénéfique pour lui à long terme. Good. On parle beaucoup là, du fameux Taxi Squad à l'aube de cette saison de la LNH. Pour ceux qui ont moins suivi ça, là, le Taxi Squad, ça regroupe un maximum de 6 joueurs qui voyagent avec l'équipe, qui s'entraînent avec l'équipe, mais qui ne comptent pas dans l'alignement des 23 joueurs et également qui ne comptent pas là, sur le plafond salarial, sur les dépenses là, de la formation. Justement, tu peux avoir 20. Tu peux dépasser le plafond avec ton Taxi Squad, mais avec tes 23 joueurs, tu es correct, ben, c'est correct. Je ne sais pas si j'étais clair, mais bon. Maxime, à ton avis, oui, le Taxi Squad, ça va servir surtout à éviter les blessures. Il devrait en avoir, à éviter les cas de COVID aussi, c'est sûr qu'il va en avoir. Quelle va être l'importance de ce Taxi Squad-là dans la Ligue nationale en général? Ben, ce qui est drôle avec le Taxi Squad, c'est que tu me demandes l'importance que ça va avoir. Aujourd'hui, on ne le sait pas parce que ça va dépendre, tu l'as dit, des équipes. Ouais. Ça va dépendre des blessures, ça va dépendre des cas de COVID. Si une équipe est chanceuse puis il n'y en a pas de blessures cette année puis il n'y en a pas de cas de COVID, ben, le Taxi Squad ne va pas avoir servi à grand-chose en bout de ligne parce que les joueurs n'auront pas eu à être utilisés outre mesure. Cela dit, un joueur du Taxi Squad pourra être utilisé dans des longs voyages. On le sait, il va y avoir beaucoup de matchs en peu de temps. Donc là, ça peut devenir un outil très intéressant pour les coachs pour contrer un peu la fatigue. Si un gars comme un de tes attaquants top 9, ben, tu vois que ça va moins bien parce que le gars il est brûlé, ben, tu peux peut-être te dire, OK, regarde, surtout à Montréal, je vais prendre Montréal comme exemple parce que ben, c'est ce que les gens connaissent le plus. Ouais. Ben, ça te fera pas mal de rentrer un Corey Perry, un Frolic. C'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des gars qui savent comment justement entrer dans un alignement et jouer pour être utile à l'équipe. Donc, c'est dans ce cas-là que ça va être très utile d'avoir un bon Taxi Squad. Et je pense que Bergevin a très bien fait son travail justement en greffant Frolic et Perry dans le but qu'ils soient sur le Taxi Squad. S'il y a des blessures, ça devient très intéressant parce que là, tu sais, la grande différence, en fait, avec d'habitude, le Taxi Squad, c'est que si tu as des gars qui se blessent quand tu es à Edmonton, ben d'habitude, ces gars-là auraient été à Laval ou dans une autre ville de la Ligue américaine.
Là, tu vas avoir des gars à proximité directement qui vont pouvoir sauter dans l'autobus, mettre leur patin et être prêts à jouer. C'est ça la grosse différence. Mais concrètement, il n'y en a pas tant que ça non plus de différence pour ton équipe. La différence est peut-être plus au niveau des gars qui, là, vont jouer moins de matchs. Ça, c'est surtout pour les jeunes. Ouais, question de même, c'est dangereux mettre un jeune, peut-être comme Paling, Kill Fury ou mettons Pierre-Olivier Joseph à Pittsburgh. Dans le fond, c'est dangereux de les mettre sur un taxi squad? Je dois avouer que j'aime pas tant ça. J'aime pas tant Mais- ça parce que c'est bien beau pratiquer, là. C'est beau de pratiquer avec ton équipe de la LNH, là. C'est parfait pour ton développement. Mais là, il faut pas écarter non plus que tu ne joues pas de match. Mais, À moins que tu joues des matchs. Je pense que James veut parler. mais j'ai l'impression que la Ligue américaine de hockey veut reprendre le 5 février. Je prends l'exemple de Peeling. Tu sais, pour là, il n'y a pas de Ligue américaine, donc c'est correct de le garder à Montréal. Mais par exemple, que le 5 février, on veut reprendre la Ligue américaine, il n'y a rien qui t'empêche de le redescendre, là. Puis peut-être C'est sûr. un Alex Belzile dans Ben, le exactement. squad, Tu sais, là, je Alex sais pas. Belzile, rendu à un certain âge, tu sais, on va le dire, il est moins important nécessairement pour l'organigramme Ouais. du Canadien que Ryan Peeling, qui a une belle courbe de progression encore devant lui, j'ai envie de dire, là. Donc, pour là, ça ne coûte rien, mais c'est sûr que je ne vais pas voir Peeling. C'est ça. Tu fais bien d'apporter le point parce que tu fais bien d'apporter le point. Je pense que les taxi squads des équipes vont être modifiés lorsque la Ligue américaine va reprendre. Vraiment. Ouais, tu fais bien de l'apporter. Oui. Puis est-ce que certains vétérans à ce moment-là vont se trouver des contrats peut-être qui sont toujours agents libres, vont se trouver des contrats peut-être 1 an, 700 000 là, pour dans le fond remplir des spots sur le taxi squad, là, sans doute. Très, très possible, oui. Ouais. Good. Mhm. On en a glissé un mot sur les Canadiens. Sur le taxi squad, on retrouve Ryan Poehling, Corey Perry, Michael Frolik et Kill Fury et Charlie Lindgren. On a un spot toujours disponible qui n'est pas utilisé présentement. James, à ton avis, est-ce que le taxi squad du Canadien est assez bon, apporte une assez bonne profondeur à l'équipe? Ben, sur le côté des alliés, puis même en défensive, je pense qu'on est correct, là. Tu sais, on serait même capable d'amener Xavier Ouellet si on a besoin d'aide à un certain moment donné, puis il serait capable de faire un bon boulot. Puis comme septième défenseur présentement, qui n'est pas dans le taxi squad, qui fait vraiment partie de l'alignement, mais qui est septième défenseur, on a Victor Mété. Je pense que c'est un gars qui est capable de remplir un bon poste. Mais c'est au niveau du poste de centre. Par exemple, que Dano, Suzuki, Kotkaniemi est blessé à long terme. Tu vas monter Jake Evans comme troisième centre, puis tu n'as plus de quatrième centre. Ou tu en as un, c'est Ryan Poehling. Mais on s'entend-tu que ta ligne de centre avec Evans comme troisième, puis Poehling quatrième, c'est pas la même profondeur. Tu sais, Ouais. je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'on ramène un Nate Thompson, mais un genre de joueur dans ce style-là, peut-être pour combler un poste. Mais Jake Evans mérite son quatrième centre, là, puis je suis d'accord avec ça. Puis je pense qu'il va faire un bon boulot. Mais si on a une blessure au poste de centre, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit manque. Puis peut-être que ça va forcer Bergevin à bouger. Mais sinon, au poste d'ailier, on n'a pas de misère à mettre un Corey Perry une fois de temps en temps, même sur un troisième trio. L'avantage numérique, on a vu ce qu'il peut apporter. Puis en passant, il a connu toutes que des séries éliminatoires. Là, en finale de la Coupe Stanley, match numéro 5 en prolongation, en deuxième prolongation, ben, il a sauvé les fesses des Stars pour un match de plus. C'est lui qui a marqué le but vainqueur pour justement emmener tout le monde dans un sixième match, qu'on connaît toute la suite. Là, mais en tout cas. Donc pour Corey Perry, on n'est vraiment pas inquiet d'insérer dans l'alignement. Même chose pour Kyle Fleury défensivement. C'était encore un jeune que, pour le moment, je ne serais même pas inquiet de le voir dans l'alignement. Mais au poste de centre, je me pose encore des questions. Good. Isaac, on a parlé des sénateurs tantôt. Peut-être glisser un mot là, sur le taxi squad des sénateurs. Je suis présentement sur Cap Friendly et je ne vois pas de taxi squad officiel. Qu'en est-il? Il n'a pas été annoncé encore. OK. Oui, il n'a pas été annoncé encore. On a sorti là, l'alignement pour le premier match, mais on n'a pas mis taxi squad. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que là, on a vu Brandstrom qui n'avait pas participé au scrimmage. Là, on dit qu'il y avait une blessure mineure. Là, on voit que Logan Brown n'a pas fait la formation, mais on ne sait pas s'il va être sur le taxi squad. Puis on le sait qu'il n'est pas satisfait là, à être à Belleville ou sur un taxi squad. Lui, il veut jouer, puis je le comprends. Ouais. Fait qu'est-ce qu'une transaction s'en vient? Ça pourrait faire du sens. Puis aussi, je pense à ça, là, ce qui va être spécial cette année avec les transactions, c'est que ça va vraiment faire en sorte qu'il y aura plus de transactions intra-division, je peux dire. Interdivision, hein, entre les équipes de la division, parce que les sénateurs, on ne va pas se mentir, ils détestent faire des transactions avec des équipes de leur division. Ils vont tout faire pour sortir le joueur, non, pas juste de l'Atlantique, mais de la conférence de l'Est au complet. On l'a vu avec Carlson puis avec Stone.
Ouais. Mais là, tu es comme un peu obligé parce que si tu vas chercher un joueur qui vient des États-Unis, là, il faut qu'il reste en quarantaine pendant un bout, puis là, qu'il se fasse tester. Fait que là, tu l'as pas pour 2 semaines. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va aller faire des échanges avec Toronto, Montréal qui sont plus proches? Fait que c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Puis, selon moi, ils ont besoin d'un ailier droit. Quel ailier droit qui est dans la division canadienne qui serait disponible? Patrick Laine. Là, tu vois ça gros, là. Oui, je vois ça gros. Je vois ça gros, mais je veux dire, c'est bizarre qu'on n'a pas de taxi squad parce que normalement, on devrait l'avoir eu. On était supposé l'avoir à 5 heures. Là. Puis on ne l'a pas. Oui, ben, il y a une grande majorité des équipes de la LNH qui ont fait connaître déjà leur taxi squad. Là, il y en a même que c'est fait depuis quelques jours. Là. Donc, en effet, c'est spécial un peu que les Sens. Là, les Sens, leur premier match, c'est vendredi aussi. Donc, il y a moins de temps. C'est ça, fait qu'ils ont un peu de temps. Ouais. Il y a moins de c'est la seule équipe de la Ligue qui commence le 15. C'est quand même spécial. Toutes les autres équipes jouent avant? Oui, le 13 et le 14. Les Sens, c'est les seuls que leur premier match est le 15. Ben, en fait, il y a les Stars. Là, on a les Stars qui... c'est rendu à 17 excepté cas. Les équipes COVID, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter, là, les cas de COVID cette saison, évidemment. Ça serait une bonne idée. Ouais. Regardons là maintenant toutes les équipes de la LNH. On va regarder, mettons, les équipes favorites là, que vous voyez peut-être remporter la Coupe Stanley au final. Je vais commencer avec James. Si tu avais à nommer une équipe favorite cette saison, ça serait laquelle et pourquoi? J'ai déjà affiché mes couleurs. L'Avalanche du Colorado, pour moi, présentement, là, au moins ce qu'on se parle, a tout pour réussir. Offensivement, je pense que je n'ai pas besoin de les nommer, mais en tout cas, je vais faire pareil. C'est Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, Gabriel Landeskog, Andrei Burakovsky qui va maintenant jouer sur le premier trio de ce qu'on sait présentement. J'adore la profondeur sur un gros top 6. Là. Tu veux renforcer ton deuxième trio en plus. Puis Burakovsky, je pense que sur un premier trio, va être capable de faire un bon travail. Sur l'âge numérique, d'après moi, le premier trio qu'on a toujours vu, là, Rantanen, McKinnon, Landeskog, va se retrouver probablement. Tu ajoutes à ça un gars comme Makar, qui est incroyable. Vraiment. Le seul point d'interrogation, c'est devant le filet. Puis encore là, tu en as un bon point d'interrogation. Je veux dire, Grubauer est bon. Encore quelques questions à ce niveau-là, mais le top 6 défensif est solide. Puis offensivement, moi, je n'ai pas de point d'interrogation là-dessus. Là. Je pense que c'est une équipe profonde offensivement. Good. Maxime, toi, ton équipe favorite pour remporter la Coupe? Moi, je n'irai pas avec l'équipe que j'ai sur la tête en ce moment. Je crois pas que les Ducks sont ce qu'il faut pour remporter la Coupe. Moi, je pencherais plus vers une équipe de l'Est. C'est parce que là, je dirais bien l'Avalanche, mais là, ça serait plate si on disait toute l'Avalanche. Fait que je vais me sacrifier. Je veux dire les Flyers de Philadelphie. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, autant en attaque qu'en défense. C'est une équipe aussi qui a beaucoup de talent. C'est une équipe qui compte sur un excellent jeune gardien en Carter Hart. Je pense qu'il y a vraiment tout là-bas pour réussir et sur un excellent coach également. C'est drôle parce que c'est les Flyers que je mettais en finale contre l'Avalanche. Ah, bon, ben, parfait ça. Isaac, de ton côté, y a-t-il une équipe là, qui sort du lot en ce début de saison? Ben, moi non plus, je ne vais pas mettre l'équipe que j'ai sur la tête parce que là, je passerai un peu fou. Mais selon moi, j'ai vraiment difficulté à avoir des favoris cette saison parce que justement, avec juste des matchs contre des équipes de ta propre division, selon moi, ça va être une équipe qu'on ne s'attend pas. Fait que je vais y aller puis je vais dire les Canucks. C'était mon deuxième choix pour vrai. Ouais. Je pense qu'il a été chercher Braden Oldby, puis fait que ça va faire un bon backup, si tu veux. Ça va faire une belle compétition à l'interne, en fait, parce que là, on ne sait pas qui va gauler le plus de matchs, mais ça va faire une sacrée belle compétition à l'interne. Ouais. Fait que moi, j'y vais avec les Canucks. Ils ont toutes je veux dire, offensivement, ils l'ont. Je veux dire, c'est une méchante attaque. Quinn Hughes qui est un défenseur, mais qui apporte beaucoup à l'attaque. On l'a vu dans la saison. Fait que je vais y aller avec les Canucks. Good, intéressant. Ouais, moi, de mon côté, c'est 3 équipes justement qui sont sans doute dans les favorites pour remporter la Coupe Stanley. Puis, moi, j'écarte pas un back-to-back de Tampa Bay, même si on n'a pas, pas Kucherov. Là. Il va peut-être revenir pour les séries, on ne sait pas, mais bref. J'ai l'impression que oui. Ouais, on a une grosse équipe à Tampa Bay.
Maintenant, pour ce qui est des équipes surprenantes et décevantes, Maxime, si tu avais à prédire là, vraiment une équipe qui va nous surprendre et une autre équipe qui va nous décevoir pour cette saison, ça serait lesquelles? Je pense qu'au niveau des surprises, ça pourrait bien être l'année des Oilers d'Edmonton. Je OK. pense que sur une plus courte saison, le punch amené par McDavid et Draisaitl, entre autres, sans oublier Aaron H., Tyson Barrie qui a été acquis, qui pourrait jouer un très grand rôle comme corps arrière de l'équipe sur l'avantage numérique notamment. Je pense que le punch offensif de l'équipe va pouvoir combler l'atrocité devant le filet. Ouais. Va falloir marquer beaucoup de buts, c'est sûr, parce qu'avec Mike Smith et Mikko Koskinen, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, ça peut donner. Ces deux gardiens-là sont capables du meilleur comme du pire. Ouais. Fait que c'est ça. Quand tu te présentes le soir et tu joues ta game, le problème, c'est que tu ne sais pas s'ils vont te donner le meilleur ou le pire d'eux-mêmes. Fait que tu es mieux de t'arranger pour scorer beaucoup de buts pour te donner une chance. Mais pour vrai, si Smith et Koskinen goalent juste assez bien pour donner une chance aux Oilers de gagner chaque match, je pense que l'attaque va vraiment être en mesure de faire le travail et que ça pourrait être une belle surprise. Je dis surprise parce que les Oilers, on dirait que c'est évident dans notre tête que ça ne va pas loin en série à chaque année. Ouais. Fait que j'ose espérer que cette année, ça va mieux aller pour eux. Fallait-tu que je dise une déception Ouais, aussi plus tard? une équipe qui va nous décevoir. Une équipe qui va nous décevoir. Ben, là, je vais dire quelque chose de bien plate, là. Mais j'ai l'impression que les attentes des gens envers le Canadien sont beaucoup trop hautes. Je pense que si les attentes des gens étaient correctes envers le Canadien, il n'y aurait pas de déception parce que les attentes seraient à la bonne place. Ce qu'on s'attend du Canadien, ben, ça devrait être une équipe qui va faire les séries, qui va peut-être faire une ronde, qui va peut-être passer en deuxième ronde. Mais là, j'ai l'impression qu'on s'attend vraiment avec les acquisitions à potentiellement une place en finale ou une place en demi-finale. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Là. C'est pas impossible. C'est une équipe qui est bien bâtie pour avoir une bonne saison, des bonnes séries. Mais j'ai l'impression que nos attentes au Québec en ce moment sont peut-être un peu trop hautes. C'est normal. Là. Bergevin nous a permis ça avec ses acquisitions. Je l'ai dit, c'est une équipe qui est bien bâtie autant pour la saison que pour les séries. Mais plus nos attentes sont hautes, plus on a des chances d'être une déception. Et je pense qu'à Montréal, c'est assez reconnu que les attentes sont souvent très hautes. Donc, malheureusement, je pense que si le Canadien ne finit pas premier ou deuxième de la division canadienne, ben, le monde va déjà être déçu. Donc, c'est un peu là ma vision. T'sais, si on finit quatrième, on est correct pareil, on passe en série. Là. Je pense que le but, c'est ça. On est au moins quatrième. Parce qu'on l'a dit plus tôt, je reviens là-dessus, mais les équipes sont toutes très bonnes là, en division canadienne. Ouais. Fait que je pense que Montréal pourrait peut-être décevoir un peu. James, équipe surprise, équipe décevante. Une équipe qui va connaître une excellente saison, d'après moi, cette année, c'est les Hurricanes de la Caroline dans la division centrale. Selon moi, ils vont terminer deuxième dans leur division derrière Tampa Bay. Les Hurricanes, une jeune équipe, une équipe dynamique. Je pense qu'ils pourront en surprendre plus d'un dans leur division surtout. Même Columbus, là, dans la division centrale, là, je les vois faire les séries. Columbus, je pense qu'encore là, je ne dirais pas que c'est deux équipes qui se ressemblent, mais c'est deux équipes qui ne sont pas vieilles nécessairement, mais que ça patine. Ça patine. J'adore la composition d'équipe. Je prends les Hurricanes, c'est Svechnikov, Ao, Teravainen, c'est trois joueurs que j'adore. Donc, pour moi, les Hurricanes pourraient causer une surprise. Encore là, la défensive est excellente. Puis devant le filet, Mrazek, Reimer, ça fait des points d'interrogation. Il va falloir qu'ils step up, là, si on veut. Puis ma déception, j'ai l'impression que c'est une tradition à Boston de faire les séries. Puis j'ai l'impression que ça va s'arrêter cette saison. On a laissé partir Torrey Krug et Zdeno Chara. Puis on les a pas remplacés. Exactement. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'Oliver Ekman-Larsson était peut-être pour s'en venir. Ça n'a jamais abouti. Il y avait des rumeurs à ce niveau-là. Ça n'a jamais abouti, mais quand on ne les a pas remplacés, offensivement, je ne sais pas comment ils vont partir leur saison dans la division S qu'ils sont. Il y a Washington, Philadelphie, Pittsburgh, New York Islanders, Buffalo avec les acquisitions importantes. Les Rangers ne sont pas oubliés. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Écoute. En plus, Pasternak manque le début de la saison. C'est ça que je voulais dire. Pasternak manque au moins peut-être un mois au début de la saison. Oui. C'est leur meilleur buteur. Ça va faire mal, effectivement. Je ne vois pas comment les Bruins vont s'en sortir. Honnêtement, c'est ça. Isaac, équipe surprise, équipe déception? Équipe surprise, moi, ça va être facile. Je vais y aller avec les Sénateurs parce que quand tu n'as pas d'attente, peu importe. Surprend toujours. Exactement. Peu importe, on va trouver un moyen il va y avoir quelque chose qui va nous surprendre. Je veux dire, juste de ne pas finir dernier pour eux, ça serait quelque chose. On s'attend à ce qu'ils finissent dernier. On ne va pas se mentir, tout le monde s'attend à ce qu'ils finissent dernier dans leur division. Mais
selon moi, juste de finir 6e, ça serait quelque chose pour eux. Fait que moi, l'équipe surprise, ça va être les Sénateurs. Mais moi, je veux dire, pour les suivre de près, je ne serais pas surpris là, qu'ils finissent 5-6e. Ouais. Mais je pense que pour plusieurs, les Sénateurs vont être l'équipe surprise. Puis ma déception, c'est clair, c'est dans la division canadienne parce qu'il y a 6 équipes que pour eux, là, ils s'attendent à faire les séries, mais il y en a juste 4 qui vont faire les séries. Ah oui. Fait que pour moi, la déception, elle va être dans la division canadienne. Puis là, selon moi, il va y avoir 2 grosses déceptions. Ou il pourrait en avoir 2 grosses. Ça va être un des 2. Selon moi, ça va être un des 2. Il y a Montréal, pour moi, c'est clair, ça va être une grosse déception. Là. Max en parlait tantôt. Là. Je veux dire, on s'attend à ce qu'ils fassent les séries, mais là, tu regardes, est-ce qu'ils vont vraiment être meilleurs que Edmonton, Vancouver, Calgary, les Jets, les Leafs? Les Jets, peut-être, mais les 4 autres, c'est 4 équipes que moi, je vois meilleures que les 4. Ça, c'est personnellement, là, puis je veux dire, mais on s'attend à ce qu'ils fassent les séries, mais regarde contre qui ils se prennent. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, là. Ouais. Alors, fait que, selon moi, les attentes pour Montréal, il faut les baisser un peu. Puis une autre déception, ben, les Leafs. Moi, selon moi, je sais pas, j'ai comme un sentiment qu'ils sont comme habitués de nous Ça va te choquer encore? Ouais. Fait que, écoute, je serais pas surpris que finalement, surprise, ils font pas les séries, puis c'est une équipe Winnipeg, Montréal ou même Ottawa, peut-être. Personnellement, je ne sais pas. Moi, je pense que, voilà, je pense pas que les Sénateurs vont les faire, mais je pense pas que c'est impossible, parce que comme plusieurs pensent que c'est celle-là. Good. Regardons les joueurs maintenant. Si vous aviez à prédire un joueur là, qui va nous surprendre, puis ben, je sais que c'est peut-être un peu moins évident, là, mais peut-être un joueur qui va nous décevoir aussi cette saison. Qui serait-il? Maxime d'abord? Pour la surprise, j'aimerais ça y aller avec Alex Galchenyuk. Là, c'est sûr que parce que lui, là, il part très bas parce que là, il n'est même pas sur le 12 partant des Sens. C'est vrai. Donc, il part bas. Il va sûrement commencer l'année sur le taxi squad. En fait, là, il faudrait qu'il passe par le ballottage ou pas sur l'alignement, du moins. Là, ça va rester à voir. Mais bref, les attentes vraiment, Chucky, là, sont très basses. Tout le monde s'attend à le voir partir dans le KHL dans 2 semaines. Fait que les attentes sont très basses. Mais moi, j'ai bien l'impression. Là, pour que ça se concrétise, il va falloir qu'il ait sa chance. Parce que là, j'ai beau dire que ça va être une surprise. S'il n'a pas sa chance, on ne saurait jamais si je peux avoir raison. Mais moi, ce que je dis, c'est que si Chucky a sa chance sur le top 6 à Ottawa dans les 2 prochaines semaines, sa chance sur le power play, parce qu'il y a le talent là. Et je veux le voir là. Ouais. Je veux le voir avoir sa chance et je suis convaincu actuellement qu'il va la prendre s'il l'a. Et pour la déception, je vais revenir du côté de Montréal parce qu'encore une fois, c'est les attentes qui sont très hautes. Tu sais, on parlait de Romanov là, au début. Romanov ne va pas décevoir si tes attentes sont à bonne place. Là, ça pourrait être une déception si à un moment donné, il se met à être scratch 2-3 games. Puis là, le monde comment ça? Ben, c'est peut-être parce que tes attentes étaient un petit peu trop hautes. Mais moi, je pense que c'est malheureusement Jesperi Kotkaniemi qui pourrait beaucoup décevoir cette saison dans le sens où là, au camp d'entraînement, ça a l'air que Kotkaniemi s'est rendu un demi-dieu. On dirait que ce gars-là est rendu absolument là, c'est un centre de premier trio. Là. Donc, j'ai hâte de voir ça dans des vraies rencontres. Et je pense que là, justement, à cause des attentes des gens, des attentes qui se sont bâties sur un bon camp d'entraînement, sur des bons matchs intra-équipe, je pense qu'il va falloir descendre les attentes un petit peu parce que sinon, Kéké risque d'être une très grosse déception. Et je ne dis pas ça avec le gros sourire aux lèvres, puis ça ne me fait pas plaisir là, si Kéké est une déception. Ce qui est plate, c'est que même s'il connaît une bonne saison, ben, il y a tout le temps beaucoup de fans qui vont voir en ça une déception parce que les fans ont des attentes beaucoup trop élevées. Donc, c'est ça qui est un peu dommage là, à Montréal, mais qu'est-ce que tu veux, on va s'habituer à un moment donné à vivre avec ça. Puis là, il faut faire attention aussi au camp d'entraînement parce que justement, on parle un joueur un bon camp d'entraînement. Moi, j'ai entendu que Artem Anisimov, c'était le meilleur des Sénateurs au camp d'entraînement. Moi, je ne le vois pas dans le top 9. Fait qu'il faut faire attention avec nos attentes là, quand même. Ouais. Tu es en train de parler, Isaac. Je vais te demander ton joueur surprise, ton joueur décevant pour cette saison. Oui. Pour ce qui est surprise, déception, ça va vraiment avec les attentes. Fait. À une place où les attentes sont basses, on a plus de probabilité d'avoir une surprise, puis les attentes sont hautes, on va avoir plus de déception.
Fait que pour ma surprise, je vais y aller où les attentes sont basses. Je vais y aller à Ottawa. À Ottawa. Je vais y aller, oui. Puis là, je vais me contredire parce que là, je viens de parler de camp d'entraînement, là, mais je vais y aller avec Christian Wolanin. Puis ça, c'est purement parce que il a fait un tour de chapeau dans le match intra-équipe. Si c'était pas de ça, je l'aurais peut-être pas comme mon joueur surprise. Mais c'est un joueur là, qui a eu une blessure la saison passée puis qui a pratiquement pas pu jouer. Puis je pense que son potentiel est vraiment bon. Puis on l'a vu, les Suns vont lui donner la chance dans le top 4. Fait que selon moi, ça pourrait être le joueur surprise parce que peu importe, s'il finit la saison avec les Suns, ça va être une surprise. Ça va être une bonne surprise. Puis pour ma déception, je vais y aller où les attentes sont hautes. Je vais y aller à Montréal. Puis là, on parlait, Max m'a volé mon joueur, Kotkaniemi. Mais fait que je vais y aller avec Alexander Romanov parce que les attentes sont tellement hautes. Ça me fait penser exactement à Kotkaniemi parce que là, plusieurs l'ont vu. Pourquoi on n'a pas pris Kachuk? Pourquoi on a pris Kotkaniemi? Mais à avoir vu Kotkaniemi dans un marché comme les Sens, on n'aurait pas ça n'aurait pas été vu comme une déception. Ouais. Ça aurait été vu comme regarde, c'est son développement. Puis on l'aurait probablement on ne l'aurait pas fait commencer dans la Ligue nationale, là, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Mais je vais y aller avec Alexander Romanov parce que, oui, il a connu des bons mondiales juniors là, dans les années qu'il a participé, mais à part de ça, je sais pas, là, en KHL, puis là, les fans des Canadiens ils vont me dire « Ouais, mais il jouait pas. » Puis, je veux dire, il jouait quand même 15 minutes par match là, en moyenne. Fait que, tu sais, pour 0 but, 4 assists en une quarantaine de matchs, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse le top 4 tout de suite. Là. Good. James, de ton côté, un joueur qui va nous surprendre et un joueur qui va nous décevoir? J'ai de la misère. Tu l'as dit tantôt, c'était un peu plus dur. Ouais. Kasperi Kapanen à Pittsburgh, je pense qu'il va connaître une bonne saison parce que là, on a l'air de vouloir le faire jouer avec Crosby et Gensel. Je pense que c'est un joueur qui va éclore puis pas à peu près. Là. Vite comme ça, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête, mais Kasperi Kapanen, je pense que vraiment, ça va être une très bonne situation pour lui puis j'ai hâte de voir. Alexandre Texier à Columbus aussi, du camp d'entraînement, on le faisait jouer sur un premier trio avec Dubois. Hâte de voir comment Texier, parce que j'ai toujours aimé Texier, je l'ai toujours aimé. Quand on l'a rentré en série, l'année qu'on a lessivé le Lightning et Tampa Bay, c'est là que je l'avais comme remarqué, puis je trouvais qu'il était bon, il avait un bon flair offensif. Je pense que c'est encore un gars qui peut progresser. Qui sait, est-ce qu'il pourra connaître une bonne saison? Déception, je le souhaite pas, là, mais pour moi, Taylor n'a pas fait le bon choix d'aller jouer à Buffalo. Je le souhaite pas. Écoute, je lui souhaite que ça marche le mieux là, avec Jack Eichel, mais j'ai l'impression que non, ça ne sera pas une grosse saison pour Taylor. Je pense que ça pourrait ne pas marcher entre Eichel et Hall. Aucune idée. Écoute, Eichel, c'est un gars potentiel dans haut de 90 points si c'est pas 100 points dans la NHL. Puis Hall, écoute, c'est un gagnant du Trophy Hart. Là, fait que, mais écoute, je sais pas. Je vois pas comment ça pourrait pas marcher. Moi, je trouve au contraire là, que le fit est incroyable entre les deux. Pour moi, la question, c'est plus à droite de ces deux gars-là. Pour moi, Reinhart peut faire le boulot. Là. Reinhart, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Mais honnêtement, je ne vois pas comment le duo Eichel et Hall. Seul l'avenir va nous le dire. Là. On sait qu'Hall a eu ses points d'interrogation autour de lui dans les dernières années aussi. Là. Donc, c'est pas impossible. Puis, ça pourrait être une déception dans mon cas, justement, parce qu'on parle d'attente. C'est toujours ça, les surprises, les déceptions, c'est avec les attentes. Moi, dans leur cas, ça se pourrait très bien que je sois surpris parce que mes attentes, là, c'est sur 56 matchs, là, je ne vois pas les deux faire en bas de 75 points. Là. Mes attentes sont à ce point-là. Là. J'en veux au moins un des deux qui s'approche du 80 points. Là. Sur une courte saison de même, ces gars-là, c'est eux qui doivent traîner Buffalo sur leurs épaules. Eichel était capable de le faire pas mal tout seul. Donc, pourquoi il ne serait pas capable de le faire encore mieux avec Hall? Oui. Mais justement, c'est tellement un match, on dirait un match parfait que si ça finit par pas produire comme on se l'attend, selon moi, ça va être une déception. Là, fait que, parce que je ne vois pas comment, mais si ça ne marche pas, on va voir ça comme une grosse déception parce que justement, on voyait ça comme un match. Mais encore là, Buffalo, avec les mecs qui ont présentement, eux pensent qu'ils vont faire les séries. Là, je veux dire, ils croient, puis c'est normal. Mais encore là, dans la division, dans cette division-là aussi, là, ça va jouer. Là. Je le disais tantôt, il y a Boston, il y a New York Rangers, il y a Islanders de New York, Pittsburgh, Philadelphie, Washington. Il y a juste 4 spots de disponibles là-dedans. Ça va jouer. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir. Je ne lui souhaite pas à Hall. J'en avais pas d'autres en tête, je vais être honnête. Là, je ne savais pas qui parle. J'ai dit Taylor Hall, mais je ne lui souhaite pas. Puis je pense que les deux ensemble, ils peuvent donner un bon spectacle, mais j'ai hâte de voir. Mais c'est parfait comme exemple parce que nous, on y allait à Montréal avec les attentes hautes, mais ton exemple de Hall, il
il est parfait aussi dans le sens Ouais. où on met beaucoup d'accent sur les attentes. Ouais. Ben, justement, oui, ça se peut que soit une déception parce que les attentes, tu sais, je pense, mes attentes personnelles sont hautes, mais les attentes à Buffalo, là, Ils sont aussi. doivent être Oh, c'est énormes. énorme. Eh oui. Énorme. Oh, oui. Parce qu'on s'attend que ce duo-là traîne le club en série, là, rien de moins. Ouais. En terminant, les gars, si vous avez un souhait pour cette saison spéciale, ça serait quoi? Maxime d'abord. Ben moi, une petite coupe Stanley aux Hallers, là, je dirais pas non. Good. James, ton souhait? Ben là, moi, je suis le partisan des Canadiens. Je dis, ben, la Coupe Stanley à Montréal, écoute, j'y rêve, là, mais encore là, c'est un rêve. J'y crois pas nécessairement. Mais je souhaite que Suzuki, Kotkaniemi, Romanov, je vais même ajouter Evans, les jeunes de Montréal progressent, continuent leur progression, puis qu'ils nous démontrent de quel bout ils se chauffent enfin. Romanov pour le Calder. Et pelay. Ouais. Parlons-en du Calder, là, on a un peu le temps. Là. Kaprizov, Lafrenière. Kaprizov. Kaprizov aussi. C'est Tout ça. ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, comme troisième Je vais y aller nominé. avec mon gars, moi. Yes, Ouais. all right. Isaac, un souhait pour la saison. Ouais. s'en vient? Pour moi, mon souhait, c'est qu'on puisse avoir des partisans pour les séries. Ouais, ça serait bien. Hein? Que la situation s'améliore, puis que pour le début des séries, on puisse avoir des partisans. Parce que des séries sans partisans, c'est pas pareil. Tu sais, que même que ça soit juste 6 000, tu sais, limite 5, 4 000, juste qu'il y en aille, des partisans, je pense que ça va rendre ça encore plus intéressant. Puis ben, je pense que ça serait vraiment bon pour la Ligue puis pour ses partisans. Parfait. Maxime Larouche, Isaac Séguin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Merci Ça fait beaucoup à plaisir. toi de Merci. l'invitation. Good. J'étais un peu dernière minute, là, mais bon, je suis content que vous ayez répondu à l'appel. Toujours là pour parler de hockey. Yes. Je vous souhaite une excellente saison de hockey et aussi beaucoup de succès sur le site toutsurlehockey.com. Allez les lire. Là, les deux, ils font d'excellents articles. James, aussi, merci d'avoir été là ce soir. Ça me fait plaisir, Charles. Comme à l'habitude, c'est toujours le fun. Yes. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.